Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une question qui taraude l'esprit des Camerounais. Qui était donc Samuel Ouazizi, accusé d'être un logisticien des terroristes? Le profil psychologique et les activités de ce journaliste mort en détention en août 2019 suscitent la controverse entre les témoignages édifiants de sa famille et des révélations troublantes de ses proches. Vous suivrez ce soir une enquête exclusive sur l'affaire Ouazizi, enquête menée à Buea et dans d'autres villes de la région du sud-ouest. Le crépitement des armes résonne plus fort sur le théâtre de la crise anglophone. Malgré les multiples appels au cessez-le-feu, les Nations Unies constatent qu'il y a une intensification des attaques et enlèvements de travailleurs humanitaires dans les régions anglophones, une situation qui entraîne la réduction de l'aide humanitaire destinée aux populations déplacées sans assistance. Nous ferons le point au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Des instituteurs mécontents manifestent à Yaoundé, lésés lors du recrutement à la fonction publique. Ils dénoncent plusieurs irrégularités et incongruités ayant émaillé ce processus de recrutement. Des incongruités qui ont favorisé les nouveaux diplômés du CAPIEM au détriment des plus anciens dont certains ont atteint la limite d'âge qui est de 40 ans. Pourtant, des promesses avaient été faites par le gouvernement. Selon les manifestants, c'est une injustice qui trahit les promesses non tenues du gouvernement concernant les critères de recrutement à la fonction publique pour la phase des instituteurs destinés à encadrer les enfants dans le cadre de l'éducation de base. Des précisions dans ce reportage que signent Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. On ne sait pas pourquoi on a besoin de toute une armée pour venir devant des mères d'enfants, nous frustrer. Nous sommes là tous, nous voulons causer avec notre ministre. Cette institutrice en colère regrette la présence des forces de l'ordre tout autour du ministère de l'Éducation de base, alors qu'elle et ses compagnons d'infortune ne demandaient qu'à comprendre ce qui n'a pas marché dans le récent recrutement de 3000 instituteurs. C'est finalement à la délégation régionale du Ménédub que ces seigneurs de la craie vont exprimer leur ras-le-bol. Sur le bordereau des résultats que nous avons obtenus, il n'y a pas déjà le respect des critères qui ont été plusieurs fois mentionnés par notre ministre en charge de l'éducation de base, qui était ceci, l'ancienneté du CAPIEM et l'âge. Dans cette liste, il y a des noms dont l'âge est de 22 ans. Et la dernière date d'obtention du CAPIEM, c'était 2014. 22 ans, 21 ans voudrait dire qu'ils sont nés en 99. En 99, en 2014, ils ont 15 ans. Ça voudrait dire qu'ils ont entré à l'ENIEJ à 14 ans. Je n'en disconviens pas, on peut avoir le bac étant ingénieur à 14 ans. Cependant, l'âge d'entrée dans les ENIEJ, c'est 17 ans. Ça voudrait dire que tous ceux qui ont 21 ans, 22 ans, 23 ans, jusqu'à 25 ans dans cette liste qui est sortie sont des gens qui ont eu le CAPIEM au moins de 2018, ce qui n'était pas dans les critères. Même les personnes handicapées n'ont pas été épargnées par ce qu'elles considèrent comme la frustration de trop. Regardez, quelqu'un a un CAPIEM 2010 et il reste toujours lésé en tant que personne vulnérable. Je crois que vraiment, il faut que le ministre jette aussi un œil. Nous sommes un peu fatigués, nous sommes frustrés. Ces instituteurs recalés sont d'autant plus mécontents et anxieux que certains ont déjà plus de 40 ans et d'autres sont très proches de cet âge limite. Une injustice qui, selon eux, doit être réparée. Moi, j'ai un CAPIEM 2010. J'avais déposé mes dossiers à 40 ans. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. Parmi mes collègues qu'on a pu recruter, nous ne sommes pas le 10% dans cette liste. Pourtant, il avait dit qu'il privilégie les vieux âges. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont même piqué des crises. Parce que parmi nous, nous avons des mamans, des papas qui ont enseigné des enfants qui sont venus prendre le recrutement devant eux. Vraiment, nous sommes déçus. C'est le 26 mai dernier, au sorti d'un point de presse du ministre de l'Éducation de base, que le gouvernement a publié la liste de 3000 instituteurs contractualisés. Les lésés, désormais constitués en collectif, dénoncent des irrégularités qui ont privilégié certains instituteurs en totale violation des critères préalablement définis par le gouvernement.
De nombreuses zones d'ombre persistent autour de l'affaire Ouazizi. Vous le savez, ce journaliste mort en détention en août 2019, information révélée en exclusivité la semaine dernière sur Equinox Télévision. Et après ces révélations, le ministère de la Défense a fait savoir que c'était un logisticien des terroristes qui avait été arrêté et soupçonné d'être en intelligence avec ces groupes armés dans la région du sud-ouest. Qu'en pense sa famille? Nos reporters s'y sont rendus, notamment là où il réside, dans son champ, qui avait été considéré comme un champ d'expérimentation et un champ exploité par ces groupes terroristes. Vous allez le suivre dans ce grand reportage que signent Warren Zede, Jonathan Babila et Jean-Paul Chouniac, comment la famille rejette en bloc les accusations du ministère de la Défense, exprime sa tristesse et sa colère face à ces accusations qu'elle juge non fondées concernant Samuel Ouazizi, qui est mort en août 2019, information révélée 10 mois plus tard. Grand reportage à suivre. À Buea, dans le sud-ouest. La famille du journaliste Samuel Ouazizi est sous le choc depuis l'annonce de sa mort en exclusivité sur Equinox Télévision. Puis confirmé officiellement le 5 juin dernier par le ministère camerounais en charge de la Défense. On l'a enlevé et tué pour rien. Ramenez-nous sa dépouille pour l'inhumation. Oh mon Dieu, que ça m'embête. Oh Seigneur, toi seul sais quoi faire au bourreau de Samuel. Ils nous ont embarqués au départ dans la confusion, nous trimballant de gauche à droite pour enfin venir nous annoncer sa mort. Et d'après le communiqué officiel, Samuel Ouazizi est mort le 17 août 2019 et sa famille est informée sur le coup. Mensonge, dénonce ses proches. On dit avoir informé la famille. Quel jour précisément? Pourquoi ce mensonge du gouvernement? Quel numéro de quel membre de famille ont-ils appelé? À part nous mentir que Samuel est mort depuis qu'on l'a enlevé pour assassiner. Formellement accusé de travailler d'intelligence avec les séparatistes anglophones, les proches de Samuel Ouazizi rejettent toutes les déclarations du ministère de la Défense sur une quelconque implication de leur défunt frère dans le soutien logistique aux sécessionnistes Amba Boys. Il n'avait aucun lien avec les séparatistes. Samuel était journaliste connu de tous. Toutes ces allégations sont infondées. Petite peur au ventre, nous prenons le risque de visiter la plantation querellée de Samuel Ouazizi, qui servirait de base arrière aux activités terroristes. De hautes herbes ont envahi cet espace champêtre. Le champ en question n'a même pas un abri en cas de pluie. Il n'y a aucune trace d'Amba Boys pour qu'on dise qu'il est caché dans son champ. Les Amba Boys s'installent sans votre avis. On a peur d'eux. Ils ne sont pas des enfants de cœur. Amba Boys dans ce champ, jamais entendu, jamais vu. En plus, c'est situé en bordure de la route principale menant à Roman Fort. Pour la famille du défunt journaliste, Samuel Ouazizi est mort gratuitement. Une innocence qu'il avait toujours clamée de son vivant, selon ses avocats. Que justice soit faite pour cet enfant mort pour rien. Et sur une quelconque culpabilité de Samuel Ouazizi, sa belle-sœur nous révèle le fond de leur conversation après l'interpellation du frère cadet de son mari. Samuel m'avait révélé qu'il était chez lui et quand ses collègues l'ont informé qu'il était recherché, ne se reprochant de rien, y est allé en toute confiance et sans crainte. Pourquoi sa mort a-t-elle été cachée durant plus de 9 mois par les autorités? S'interroge sa famille, les corporations de journalistes, la société civile, les ONG nationales et internationales.
Pourquoi ils n'ont pas traduit Samuel en justice, l'inculpé et le condamné à vie, plutôt que de l'enlever pour enfin l'assassiner? De même, tous les soutiens à Samuel Ouazizi ont exigé une enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances et les causes du décès du journaliste de Willem Music TV, au moment où le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilai, et les responsables de la sécurité militaire se contredisent sur l'état de santé physique de Samuel Ouazizi au moment de son transfert de Buea pour Yaoundé. L'opinion nationale et même internationale est impatiente de connaître toute la vérité sur cette affaire. L'ambassadeur de France au Cameroun, le chef de l'État, Paul Biya, a promis une enquête pour voir plus clair dans l'affaire Ouazizi. Et sur le théâtre de la crise anglophone, un détachement de la gendarmerie a été attaqué en Garbou ce lundi. Selon des sources militaires, des séparatistes ont été refoulés après des échanges de tirs nourris. Les forces de défense et de sécurité ont pris le dessus et la situation serait sous contrôle. Cependant, la coordinatrice des actions humanitaires des Nations Unies au Cameroun révèle une intensification des attaques et enlèvements de travailleurs humanitaires dans les régions anglophones. Selon Allegra Bayuchi, des groupes armés ont mis des postes de contrôle illégaux le long des principales voies d'approvisionnement de l'aide humanitaire. Près de 6 agences humanitaires ont déclaré que leurs travailleurs avaient été enlevés ou détenus illégalement dans des incidents mettant leur vie en danger. Dans un communiqué, la coordinatrice des actions humanitaires des Nations Unies au Cameroun regrette également l'attitude des forces de sécurité camerounaises qui, selon elle, auraient retardé le mouvement des cargaisons humanitaires et détenu l'équipement de protection nécessaire pour assurer la sécurité et la sûreté des travailleurs humanitaires. Cette situation a atteint un point où l'acheminement de l'aide a dû être réduit, fait-elle savoir. Allegra Bayuchi, coordonnatrice des actions humanitaires des Nations Unies au Cameroun, réitère l'appel du secrétaire général des Nations Unies à un cessez-le-feu sur le théâtre de la crise anglophone. Dans le reste de l'actualité, l'éventualité d'une réforme constitutionnelle est-elle envisagée pour conforter le RDPC au pouvoir? Les opposants sont formels. Une telle tentative est inacceptable et provoquerait une révolte de la population dans les rangs du RDPC. Le sujet n'est pas à l'ordre du jour, mais il est possible que le chef de l'État puisse engager une telle réforme et respecter le cadre institutionnel existant au Cameroun. Le regard croisé de la classe politique, c'est dans ce reportage que signe Flavien Valondongo. C'est un constat fait dans l'une des sorties du professeur Maurice Kamto. Celui d'une succession de gré à gré qui serait en manœuvre au sommet de l'État. Les informations qu'il a peut-être sur la main lui permettent de comprendre un certain nombre de manigances au sommet de l'État. Donc je pense que les Camerounais doivent être très attentifs. Comme une traînée de poudre, l'alerte sonnée par le candidat à la dernière élection présidentielle au Cameroun a réveillé la conscience de bien d'autres acteurs politiques de l'opposition qui semblent avoir le même pressentiment. Le gré à gré, le SIF a également l'information. C'est ce qui se prépare au sommet de l'État. À savoir qu'on va convoquer les députés au cours d'une session, probablement celle de juin, où on va leur soumettre un projet de loi qui institue un poste de vice-président qui sera nommé par le président de la République. Il ne sera pas élu et celui-là va prendre les rênes du pouvoir. Au sein du RDPC, la question du gré à gré relève de l'utopie. La Constitution a certes des préalables, mais la succession par les urnes reste la plus indiquée. Dans cette notion-là, à la limite même, il faudra que nous la reprécise. C'est quoi la succession de gré à gré? Ça veut dire que là, à l'intérieur de cette succession gré à gré, il y aura un certain nombre de personnes qui seraient disqualifiées d'avance? Non. Quand vous citez effectivement les droits, la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est applicable à tout le monde. Donc vous ne pouvez pas enlever à un citoyen ce droit fondamental-là, qui est celui d'être éligible à un poste. Constitutionnellement, c'est ce qui a été prévu, et donc là, on ne peut pas parler également de gré à gré. La réplique de l'opposition est d'attirer l'attention du peuple, qui risque d'être surpris à la dernière minute. Le président Maurice Kamto est dans une posture pour nous éviter des problèmes dans l'avenir. Moi, je pense que le problème du Cameroun, c'est celui d'instituer un gouvernement de transition dans notre pays. Un gouvernement qui rassemble toutes les forces vives de ce pays et on dissout toutes les institutions jusqu'à la Constitution.
On refait une nouvelle constitution, on refait un nouveau code électoral. Le communicant du parti au pouvoir estime que l'opposition fait plutôt dans le dilatoire pour empêcher au peuple à penser positif. À partir du moment où nous ne sommes pas dans une monarchie, on sait très bien que pour pouvoir être président de la République demain, il y a une campagne électorale qu'il faudra faire. Donc ça ne sert à rien de rentrer dans ce genre de schéma. Et le bâtonnier Yondo Black est sorti de sa réserve pour s'opposer à cette éventualité d'une réforme constitutionnelle qui viserait à conforter le parti au pouvoir pendant les prochaines années. Il s'exprime sur les différentes manœuvres qui seraient en cours au sommet de l'État, s'opposant fermement à cette succession de gré à gré et demandant au peuple camerounais d'être en éveil. Je vous propose d'écouter le bâtonnier Yondo Black. Il est désormais établi qu'il y a vacances au sommet de l'État et les ennemis de la nation sont à la manœuvre. À la manœuvre avec leurs commanditaires pour essayer d'organiser une succession de gré à gré, dans le but de pérenniser un régime, de préserver leurs intérêts et surtout d'effacer leurs multiples crimes et forfaits. La situation est bloquée. Elle est bloquée du fait d'une crise morale, sociale et politique profonde, d'une perte totale de confiance en nos institutions, d'une guerre insupportable aux noseaux et de la survenance d'une pandémie, la Covid-19. C'est dans ce contexte que différents clans qui se disputent le pouvoir entendent de réaliser un énième hold-up sur le dos du peuple camerounais, en semant une confusion et en installant un climat de terreur pour anéantir toute velléité de revendication. Ils ont réussi à nous enfermer dans des basses querelles autour du tribalisme. Et dans ce contexte de crise politique et crise sanitaire, le roi des Bamenju, Sa Majesté Sékou Jean Ramo, est sorti lui aussi de sa réserve, interpellant à la fois le gouvernement, les acteurs politiques, la société civile sur l'enjeu d'une union sacrée afin de régler les problèmes majeurs qui minent le Cameroun. Il s'est exprimé sur son compte officiel Facebook, interpellant les différents acteurs politiques sur leur responsabilité et la responsabilité du gouvernement dans la décrépitude morale et la déliquescence de la société camerounaise. Le morceau choisi de sa sortie, c'est avec Gladys Sidié. Sa Majesté Sékou Jean Ramo, roi des Bamenju, sur son compte officiel Facebook, fait savoir que le pays est à la dérive. Il faut se parler, se pardonner, se tolérer, penser au Cameroun de demain, aux dirigeants camerounais, tirer les conclusions et avancer. Vous qui avez actuellement la clé de la voiture Cameroun, vous portez le plus gros morceau sur le désastre de ce pays, car ayant réussi le pari d'affamer le peuple au lieu de leur donner à manger. La misère est ambiante, le peuple pleure et meurt de famine, incapable de se soigner et plus d'espoir pour demain. Tout pour vous, c'est la force, la brutalité et l'arrogance. Vous manquez même la bonne bouche pour dire au peuple qu'il n'y a plus rien dans le grenier, que vous avez déjà tout volé pour garantir l'avenir de vos familles au détriment du peuple. Le roi des Bamenju, s'adressant aux hommes politiques, marque sa déception vis-à-vis d'une opposition qui évolue en rang dispersé au lieu de s'unir face à un adversaire commun. Malheureusement, en face, ceux qui se disent de l'opposition et qui veulent arriver au pouvoir sont incapables de s'organiser. Chacun est convaincu que s'il y a une seule personne, c'est lui. Personne ne veut se mettre derrière l'autre. Chacun est persuadé que c'est lui la solution. Vous, les hommes politiques, vous avez appris la théorie dans des grandes écoles de sciences politiques, mais la pratique en est tout autre. Dans cet imbroglio, pour le gardien de la tradition, le peuple est pris en otage par des mensonges et fausses promesses de ceux qui ont détruit le pays. On a réussi à opposer le peuple les uns contre les autres et vous n'avez qu'à les voir dans les rues, dans les médias, sur les plateformes. Ils s'insultent, se déchirent, se battent, même sans savoir de quoi il s'agit. Sa Majesté Sékou Jean Ramo, à travers cette nouvelle interpellation, veut sonner le réveil du Cameroun en mettant en scène les différents acteurs appelés à se parler, se pardonner, afin que l'intérêt général prime.
Le chiffre du jour, 8312, c'est le nombre total de cas positifs enregistrés au Cameroun, le pays qui a déjà franchi la barre des 8000 cas positifs de Covid-19. Et ce lundi, c'est près de 252 nouveaux cas enregistrés sur 1627 personnes testées au cours de la journée, 46 nouveaux cas guéris, note le ministère de la Santé publique, et 2 nouveaux décès, ce qui porte au total 208 personnes décédées des suites de Covid-19, 4794 personnes guéries après avoir contracté cette maladie à coronavirus et 8312 cas positifs au total. La prise en charge efficiente et efficace des patients du Covid-19 et la protection du corps médical restent des défis majeurs. Au regard des dysfonctionnements décrits dans le plan de repos sanitaire, le gouvernement et l'OMS ont reconnu la nécessité de renforcer les capacités du personnel soignant et autres psychologues pour une meilleure prise en charge des cas du Covid-19. D'autres détails avec Emmanuel Job et Marcelin Gansop. Avec à date plus de 8000 cas confirmés et 206 décès, le coronavirus ne cesse de flamber au Cameroun. Toutes les 10 régions sont touchées, ce qui complique la prise en charge des cas, devenu un gros caillou dans la chaussure des pouvoirs publics. Or, la prise en charge est l'un des piliers indispensables pour infléchir le nombre de personnes touchées. La situation dans laquelle se trouve le Cameroun, comme 25 autres pays de la région africaine, c'est donc la transmission communautaire. Il était essentiel que la réponse soit décentralisée, que les régions prennent le leadership. La prise en charge, c'est vraiment la face visible du contrôle de l'épidémie. La capacité aux personnes qui sont contaminées par le virus de pouvoir être prises en charge de façon adéquate et avec l'objectif de les ramener à la santé, bien sûr, mais également d'éviter des décès. C'est fort de ce constat et dans un souci d'amélioration constante de la prise en charge que 80 personnels de santé venus des 10 régions du pays sont réunis à Yaoundé. Il est question de leur donner les outils nécessaires pour une meilleure prise en charge de la pandémie dans les unités respectives. Cette formation est une formation des formateurs qui au retour vont former le personnel au niveau des districts pour que la réponse réellement continue à se renforcer et qu'on prévienne les décès au niveau du Cameroun. La formation organisée par le Centre des opérations d'urgence de santé publique avec l'appui de l'OMS et de l'Union européenne est une aubaine dont il faut espérer que les fruits tiendront effectivement la promesse des fleurs. Nos formations sanitaires doivent être prêtes, quel que soit l'endroit, dans tous les districts de santé, à accueillir les Camerounais qui seraient éventuellement atteints dans de bonnes conditions. Et surtout, la formation a d'abord pour but de donner au personnel de soins des compétences pour se protéger eux-mêmes. Parce que c'est d'abord ça. Si le personnel de santé n'est pas capable de se protéger, il est évident qu'il ne sera pas non plus capable de protéger de bons de soins. Détecter précocement les cas de Covid-19, assurer une meilleure prise en charge clinique et psychologique des cas suspects ou confirmés, puis procéder à une gestion responsable et professionnelle des cas de décès. Telles sont les attentes formulées à l'endroit des médecins, infirmiers et autres personnels de soutien psychologique en formation à Yaoundé jusqu'à vendredi prochain. Au regard de la progression de la pandémie, 8312 cas positifs enregistrés au Cameroun, les populations critiquent l'exécution du plan de riposte sanitaire, estimant que le gouvernement ne fait pas assez afin de limiter les cas de propagation du coronavirus. D'autres, par contre, interpellent la responsabilité individuelle des concitoyens sur le respect des mesures barrières visant à limiter les risques élevés de contamination au Covid-19. Réaction des populations dans ce reportage d'Isabelle Carole Zoupet. Depuis l'assouplissement des mesures barrières, le nombre de personnes infectées progresse à une vitesse exponentielle. Les raisons de cette propagation du virus se trouvent au sein de la population. La majorité ne croit même pas qu'il y a l'existence de corona. Ils se disent que c'est un palu fort. Selon ce qui est dit, que c'est le palu fort, que corona n'existe pas et que c'est les blancs qui sont légers. C'est eux que ça tue, que ça ne nous tue pas. On peut dire bien que c'est la faute de la population. Pourquoi? Plus que il y a les uns et les autres qui ne veulent même pas se traiter. On demande d'avoir des cachinets comme ça. Bon, vous marchez ici, vous allez voir au moins 8000 personnes qu'ils n'ont même pas. Cette ignorance anime encore certains Camerounais, malgré les chiffres élevés de personnes infectées par le virus. Il y a ceux qui évoquent le manque de moyens pour se procurer le nécessaire permettant de barrer la voie au Covid-19.
La faute d'abord, c'est au gouvernement. Ouais. Parce que, premièrement, ils n'ont pas fermé les frontières à temps pour empêcher ces gens de venir au pays avec ça. Hein? Et dessus quoi, ils n'ont même pas mis les mesures d'accompagnement depuis. C'est nous qui nous battons. C'est chacun qui se bat pour avoir son port du masque, pour avoir son gel, pour laver les mains, tout ça. On ne les ressent même pas. Parce qu'il y a eu un relâchement du gouvernement. On a sacrifié le peuple par rapport à l'économie qui était fragilisée. C'est ça qui a fait que ça a pris notre ampleur. Alors que le Cameroun franchit la barre des 8000 personnes infectées, avec ce mois de juin, annoncé comme le mois de tous les dangers par les experts des questions de santé, la situation pourrait davantage se complexifier à cause du comportement irresponsable des uns et des autres, et ce, malgré tous les efforts fournis par le gouvernement camerounais dans la lutte contre cette pandémie. Et sur le reste du continent, cette pandémie progresse également. On constate, malgré les mesures drastiques prises dans plusieurs pays africains, la pandémie ne cesse de progresser. À Madagascar, par exemple, le président a limogé le ministre de l'Éducation en raison de son projet de fournir des bonbons pour atténuer le goût amer lié aux manifestations des symptômes du Covid-19. En République démocratique du Congo, ce pays s'est lancé dans la fabrication de l'hydroxychloroquine et vient de bénéficier de l'aide de l'Union européenne pour atténuer les effets liés à la crise sanitaire. On en parle dans ce reportage que signe Nadine Yambou. En Madagascar, le président Andry Rajoelina met fin aux fonctions de sa ministre de l'Éducation en pleine pandémie du coronavirus. Adriama Nana paye ainsi les frais de son projet en faveur des élèves de la Grande Île. La patronne de l'Éducation nationale envisageait l'achat des bonbons et sucettes estimés à 1,8 million d'euros aux élèves afin d'adoucir le goût amer du Covid organique. Cette tisane conçue par le pays pour lutter contre le coronavirus. La ministre limogée accuse ses détracteurs qui s'opposent aux réformes du système éducatif d'être à l'origine de cette mascarade. Dans le pays, près de 1000 cas de coronavirus ont été enregistrés avec 7 décès. Sur le terrain de la lutte contre le coronavirus en RDC, le pays confronté depuis plusieurs semaines aux difficultés d'approvisionnement en hydroxychloroquine s'est lancé dans la fabrication de ce médicament. L'objectif est de soulager les malades atteints de coronavirus. Le produit sera présenté en tablette de 20 comprimés ou en boîte de 100 comprimés. Pour soutenir le pays dans son combat contre la pandémie du coronavirus, un pont aérien humanitaire entre l'Union européenne et la RDC vient d'être établi. 3 avions comprenant du matériel médical, des produits nutritionnels, mais aussi des personnels des ONG viennent d'atterrir dans le pays. La République démocratique du Congo est ainsi le 3e pays à bénéficier de cette aide humanitaire après la République centrafricaine et le Sao Tomé et Principe. En Algérie, le pays entame sa première phase de déconfinement pour près de 200 000 commerçants et artisans. Boutiques, librairies, galeries d'art, salles de sport et même salons de coiffure pour hommes ont réouvert les portes. Le port du masque reste obligatoire, tout comme les populations sont appelées à respecter scrupuleusement les mesures barrières. En revanche, les restaurants et taxis demeurent interdits jusqu'à dimanche prochain, date de la 2e phase du déconfinement. L'Algérie a enregistré plus de 10 000 cas de coronavirus avec 700 décès depuis l'enregistrement du premier cas en février 2020. Dans le reste de l'actualité, le chef de l'État a procédé à la nomination de plusieurs responsables dans les universités d'État. L'École nationale supérieure polytechnique de Douala a un nouveau directeur. Mwangue Ruben Martin, maître de conférence, précédemment chef de département de génie électrique à l'Institut universitaire de technologie de l'Université de Ngaoundéré, est désormais le nouveau directeur de l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. C'est l'une des décisions prises par le chef de l'État ce jour. Et en bref, à présent, désormais constitué en collectif des anciens lions indomptables, les héros de la Coupe du Monde, Italie 90 ont commémoré ce 30e anniversaire aux côtés des jeunes enfants démunis de Yaoundé. C'était au cours d'une cérémonie brève et sobre. Les anciens lions ont exprimé leur soutien aux pensionnaires d'un orphelinat. Question de donner du sourire
et l'espoir d'une vie meilleure aux nécessiteux. Vous suivrez la commémoration de ce match des Lions indomptables en 90, un match qui avait marqué les esprits et qui continue encore d'inspirer de nouvelles générations du football camerounais. Dans ce journal, l'entreprise Bocom Petroleum qui a décidé de soutenir la communauté musulmane lors de la fin du jeûne du Ramadan il y a quelques semaines à travers un don de matériel et autres denrées alimentaires pour les accompagner durant cette période décisive dans la vie de la communauté musulmane. Reportage. Tradition respectée une fois de plus par le groupe Bocom. À l'occasion de la fête du Ramadan, le groupe a offert un important don à la communauté musulmane de la mosquée de Yassa à Douala. Le groupe Bocom est une entreprise citoyenne qui a de la considération et du respect pour l'islam et les musulmans. Nous souhaitons à tous de se protéger en protégeant les autres. En ces temps de Covid-19, le groupe Bocom, dans son élan de générosité, a également offert des masques, gel désinfectant, cartons de savon pour leur permettre de barrer la route à cette pandémie qui fait des ravages dans le monde. Un geste salué à sa juste valeur par les fidèles musulmans. On avait beaucoup de problèmes avec même les fidèles, qu'on les refusait d'entrer dans la mosquée. Et ils ont pensé aussi aux masques que vous voyez, c'est derrière, qui va permettre qu'on va distribuer aux fidèles. Donc nous remercions très grandement le groupe. Donc c'est donc vraiment la communauté va accueillir vraiment cela à bras ouverts. J'ai vraiment envie de dire que le groupe Bocom continue dans la même lancée et que Dieu vraiment supporte, augmente sa clientèle et qu'il va de l'avant. Même ambiance à la mosquée de Beka, en Ngaoundéré, où le groupe Bocom a offert des denrées de première nécessité pour une agréable fête de Ramadan. Je remercie Bocom avec le don qu'il nous a aidés pendant le Ramadan. Toute la communauté musulmane de Beka au Séré et des quartiers environnants qui sont tous contents. Nous remercions sincèrement Bocom avec de multiples dons qu'il essaie de nous offrir. Le groupe Bocom, c'est un ensemble d'entreprises à capitaux camerounais constitué de 8 entités au Cameroun et de 3 filiales en Afrique. Depuis sa création, le groupe s'attache à nouer et à développer des partenaires forts avec différents corps de métier, entreprises et administrations publiques pour offrir à sa clientèle les meilleurs services et produits. Et le SDF qui a annoncé le décès de Francis Sama, décès survenu ce lundi à 8h51 de suite de courte maladie dans un contexte proche de la crise sanitaire actuelle. Le SDF qui perd l'un de ses importants piliers, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun, Francis Sama était conseiller juridique national et membre de la cellule nationale des conseillers du SDF. Il décède à l'âge de 62 ans. C'était un ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun, Francis Sama, décédé tôt ce matin à Yaoundé, fait savoir le SDF. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Succession de gré à gré, le débat est loin d'être clos. Vous avez suivi ce soir la réaction du bâtonnier Yondo Black qui a fermement exprimé son opposition à une éventualité d'une réforme constitutionnelle qui permettrait au RDPC de conserver le pouvoir au-delà du mandat présidentiel en cours. Pour lui, l'enjeu, c'est la refonte du système électoral, la révision du code électoral, la mise sur pied des institutions crédibles permettant une alternance démocratique. C'est aussi l'avis du SDF et de ses militants, ainsi que l'avis du MRC. Et vous avez suivi le RDPC qui estime que c'est une utopie. Aucun projet éventuel de modification de la Constitution n'est encore à l'ordre du jour. Et si jamais il venait à exister, il se ferait dans le cadre institutionnel, martèle ainsi le RDPC. Décès de Samuel Ouazizi, la famille maintient qu'elle n'a jamais eu l'annonce, elle n'a jamais été informée de la disparition de leur fils.
Vous avez vu son frère aîné, sa belle-sœur, d'autres proches de Samuel Ouazizi témoigner en exclusivité sur Equinox Télévision. Dans un premier temps, ils ont nié en bloc avoir été informés de sa mort depuis août 2019. Ensuite, ils rejettent des accusations selon lesquelles il serait un logisticien des terroristes ambazoniens dans la région du sud-ouest. Preuve évoquée par sa famille, c'est le fait qu'il se soit lui-même présenté au commissariat de Mounia alors qu'il était convoqué le 2 août 2019. Martèle sa famille, vous avez vu comment l'émotion est encore grande et la consternation plus importante chez la famille qui demande justice et qui souhaite que les auteurs de cet acte qu'il qualifie d'assassinat soient traduits devant la justice. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin, l'essentiel de l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.